Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette nouvelle édition du séminaire du dictionnaire de la SPSG qui, cette année, est en plus en partenariat avec l'école doctorale de l'Université Paris-Nanterre. C'est-à-dire qu'on est maintenant officiellement dans le catalogue des formations doctorales. Le format reste inchangé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on examinera une notion au cœur des questions de philosophie des sciences et d'épistémologie. L'idée chère à la SPSG, mais plus largement à nos approches, est toujours de mettre en dialogue les sciences de gestion, plus largement les sciences humaines et sociales, et les apports de la philosophie des sciences et de l'épistémologie. Donc la préoccupation sera toujours de clarifier ces notions grâce aux sciences humaines et sociales et grâce à la philosophie des sciences, et de les ancrer spécifiquement dans les sciences de gestion et dans les SHS, et d'essayer de faire ces dialogues-là avec à chaque fois le pont entre les deux, ce qui est pas toujours évident. Euh, le, les supports seront à chaque fois, puisqu'on est dans une logique de construction d'un dictionnaire, les supports seront des textes relativement courts, de 1000 à 1500 mots, 2000 mots maximum. On est souvent sur des premiers jets qui sont un tout petit peu longs. Les auteurs présenteront le contenu, souvent par une lecture du texte, ce qui permet aussi de s'assurer que les textes sont écrits d'une manière assez didactique. Et on ouvre ensuite à chaque fois les échanges à l'ensemble de la salle dans un esprit non hiérarchique, c'est-à-dire que je distribuerai la parole dans l'ordre des mains qui se lèvent et des réactions. Je me ferai le premier discutant dans les cas où il n'y aurait pas de réaction, mais le but est vraiment d'ouvrir les échanges tout autant pour que tout le monde dans la salle virtuelle puisse s'approprier le contenu des présentations, mais aussi pour que les différents présentants et auteurs aient l'occasion d'avoir un retour sur la clarté, la construction de leur présentation. On est dans l'esprit à chaque fois d'un regard critique qui n'est ni dans l'attaque ad hominem, ni dans je suis d'accord avec tout, mais justement dans voilà quel est mon regard là-dessus et ce qui pourrait être complété, ajouté, sachant que la production finale du séminaire a pour but de porter quand même la marque de l'auteur, de l'autorat à chaque fois. Donc les auteurs assumeront leurs propos. Le but, dans le passage de ce séminaire, est de les enrichir. Alors, le programme, je le répéterai un peu rapidement en conclusion, mais il va s'étaler sur l'ensemble de l'année. Donc, cette année de mémoire, on a 7 séances. On commence, je redonnerai les séances la prochaine fois, mais on commence avec Laurent Magne, un des piliers et cofondateurs de la Société de philosophie des sciences de gestion, et avec qui on organise ce séminaire depuis maintenant 2, 3, 4 ans, 5 ans, selon l'assiduité. Mais aujourd'hui, Laurent passe de l'autre côté de la caméra pour présenter son texte sur le scientisme. On avait déjà échangé sur le scientisme dans une séance de l'année dernière, mais on élargit cette fois on élargit la focale pour le texte de Laurent. De mémoire, on avait échangé avec Philippe Corcuff sur le scientisme en SHS. On n'élargit pas la focale, on concentre sur la question du scientisme avec Laurent. Laurent, tu lis et brodes autour de ton texte, et ensuite, moi, je me lancerai sur un certain nombre de questions, puis j'ouvrirai à la salle. C'est à toi. Merci Johan. Écoutez, je suis content de vous retrouver pour ouvrir le bal et la saison sur cette nouvelle mouture de notre séminaire de lecture
et d'écriture donc de la SPSG. Et on va revenir sur le texte du scientisme. Alors, comme Johan le rappelait, effectivement, on a déjà vu le scientisme appliqué à un champ en particulier, le scientisme en sciences humaines et sociales avec Philippe Corcuff. Mon ambition, c'est d'essayer de prendre en compte le scientisme d'une façon plus globale, c'est-à-dire non pas simplement pour les sciences sociales, mais pour toutes les sciences, en identifiant un certain nombre de mécanismes, en caractérisant le scientisme. Et c'est ce que je résume par le titre de ce court article. Le scientisme instrumentaliser le réductionnisme pour faire dire à la science ce qu'elle ne peut affirmer. Donc en gros, c'est la thèse que je vais défendre dans cet article et je vais expliquer pourquoi justement je le formule comme ça. On pourrait dire que le titre, c'est aussi, on va dire, ma conclusion, la synthèse en une phrase de ce que je pense être le fait principal autour du scientisme. Je commencerai aussi par noter que la question du scientisme, c'est pas une question à la mode. C'est-à-dire que c'est une question qui est, on va dire, avec des petits accents un peu surannés, parfois un peu vieillots. On utilise l'acception scientisme souvent comme insulte épistémique. C'est pour dire que ce que l'autre raconte, c'est pas bien. Mais on va essayer de dépasser, on va dire, le cadre de l'insulte épistémique pour rentrer conceptuellement dans ce qu'est le scientisme, et notamment par sa différenciation avec quelque chose avec lequel on va le contraster, avec lequel on va l'opposer, qui est la science. Pourquoi est-ce qu'on a un problème? Parce qu'en anglais, par exemple, un scientifique se dit a scientist. Donc, est-ce que le scientifique est scientiste par essence ou pas? Et donc, ça prête facilement au rapprochement entre le scientisme et la science, alors que ce n'est bien sûr qu'un amalgamatif. En réalité, le scientisme est une méprise épistémologique qu'il faut problématiser, et c'est évidemment ce que je me propose de faire avec ce court article. Nous le ferons dans le cadre du travail épistémique. Le travail épistémique, on l'a déjà largement présenté dans les précédents séminaires. L'idée, c'est de montrer effectivement qu'on a tout un travail autour des croyances vraies justifiées que l'on va produire et que c'est ce travail qui est censé débaucher sur une forme de connaissance, qu'elle soit ordinaire, c'est ce qu'on va appeler le travail épistémique ordinaire, TEO, celui de monsieur et madame tout le monde, ou à vocation scientifique, c'est-à-dire travail épistémique scientifique, TES, ce que le chercheur rigoureux est censé produire de la science. Comme tout qualificatif en isme, le scientisme marque une forme d'excès, mais en réalité, c'est un excès de non-science. C'est mon point de départ et c'est comme ça que je vais expliquer quel est le problème, je problématise autour du scientisme. Un tel excès est pourtant illogique et irrationnel d'un point de vue épistémique. Si malgré tout on rencontre des attitudes et des positions scientistes récurrentes, c'est qu'il ne faut pas problématiser le scientisme du seul point de vue du travail épistémique scientifique, TES, où il ne serait alors qu'une forme d'erreur non intentionnelle, une forme de faute d'étourderie ou d'inattention, mais au contraire, il faudrait le problématiser de façon plus large, sous forme d'obstacles épistémologiques. Autrement dit, un travail épistémique qui, au lieu de nous aider à accéder à la vérité, nous en écarte avec un ou plusieurs biais systématiques. Et j'insiste sur le fait que ces biais ne sont pas aléatoires, mais sont en réalité systématiques et que c'est une caractéristique assez nette du scientisme. Alors, en fait, on peut même parler d'obstacles idéologiques, au sens où le scientisme va participer au travail épistémique ordinaire, notamment dans le débat public, avec pour but, pour objectif, d'influencer ce travail épistémique ordinaire dans un sens qu'il juge normativement bon a priori, bien que la norme en question soit une norme extra-scientifique, c'est-à-dire hors d'elle, hors de la science. Je fais un petit jeu de mots sur le côté excédé, le côté hors d'elle, avec, on va dire, les acceptions dans le langage usuel. Mais l'idée, en tous les cas, c'est que le scientisme va nous faire prendre pour de la science quelque chose qui n'est pas de la science, d'où le titre de cet article, c'est-à-dire faire dire à la science ce qu'elle ne peut affirmer. Autrement dit, le scientisme idéologique est une forme de travail épistémique dont les objectifs réels ne consistent plus à parvenir à la vérité. On pense en disposer a priori, là où au contraire, dans le travail épistémique scientifique, on est censé questionner pour établir la vérité. Mais on va chercher à parvenir, dans le scientisme idéologique, à une forme de légitimité. Une légitimité d'apparence scientifique, mais parfaitement indue scientifiquement, afin de faire passer dans le travail épistémique ordinaire des positions métaphysiques normatives particulières,
ce qu'on pourrait appeler inculquer son idéologie, sans avoir besoin ni de les justifier, ni d'en rendre compte, en faisant semblant qu'elles soient naturelles ou évidentes, ce qui est une forme de clôture a priori de tout débat. C'est le concept de normalizing dans l'article de Maguire et Hardy en 2013. Et on a un cas où l'idéologie arraisonne plus ou moins discrètement la science, là où le travail épistémique scientifique devrait au contraire être épistémiquement capable de toujours pouvoir rouvrir le débat si de nouveaux éléments venaient à être versés au dossier. Ça, c'est la deuxième partie du couple de Maguire et Hardy, qui est le problematizing. D'où ce que je vous disais en introduction, la nécessité de problématiser le scientisme, et c'est ce que j'espère faire avec cet article. Le scientisme est ainsi la branche de la rhétorique, et j'insiste sur le fait que du coup, je positionne le scientisme sous forme de rhétorique, qui s'habille des apparences d'un travail épistémique scientifique afin de se faire passer pour de la science, ce qu'en termes ensemblistes je vais appeler S, alors qu'il ne s'agit en réalité que de la non-science, le complémentaire de S, voire d'anti-science, dont une grande partie est fausse et se fait passer pour vraie. Si on regarde mon petit schéma, j'ai essayé de traduire de façon visuelle ce que je raconte, on a un corpus de connaissances qu'on va juger scientifique, on va appeler ça la science, c'est mon rond avec le S majuscule dedans. Et dans l'ensemble des connaissances, toutes les connaissances ne sont pas scientifiques, ce qui n'est d'ailleurs absolument pas un problème. Toutes les connaissances n'ont pas nécessairement à être de nature scientifique, mais celles qui intéressent la science, ce sont évidemment les connaissances scientifiques. Donc il y a tout un tas de connaissances qui sont de nature non scientifique, et l'ensemble des connaissances, ça va être la réunion de l'ensemble S et de l'ensemble non-S. À l'intérieur de cet ensemble non-S, non scientifique, il y a un sous-ensemble, qui est mon rond ici en pointillé, qui, lui, est, on va dire, l'opposé de la science, c'est-à-dire un ensemble de choses qui sont contraires à ce qui est exposé dans le corpus scientifique. J'ai donc nommé ce sous-ensemble de non-S l'antiscience, AS, en rappelant que l'antiscience, c'est l'opposé de la science. Mais j'ajoute immédiatement une autre partition que je rends visible. Vous voyez que j'ai découpé en diagonale en deux l'ensemble des connaissances en rappelant que les connaissances ont une propriété, c'est d'être vraies ou fausses. Et ce que je dis, c'est que, évidemment, l'essentiel de l'antiscience est faux, alors que l'essentiel de la science est vrai. Mais que une portion de la science ou de ce que l'on reçoit comme tel est en fait faux, mais on ne s'en est pas encore rendu compte, tout comme une portion de choses qui peut faire partie de l'antiscience est en réalité vraie, même si on le tient peut-être aujourd'hui pour faux. C'est le principe de l'évolution du savoir scientifique, c'est-à-dire qu'un certain nombre de choses ont pu être tenues pour fausses à un moment pour se retrouver vraies à un autre. Je vais prendre un exemple vraiment éculé pour faire simple. La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ou le Soleil tourne-t-il autour de la Terre? À un moment, il était considéré comme scientifique dans un cas et ce n'est plus le cas après et vice-versa. Donc ici, on voit que la question de la science, non-science et anti-science est orthogonale en quelque sorte à la question du faux ou du vrai. Mais le projet scientifique est de produire des croyances vraies, justifiées, donc on espère que le corpus scientifique aura essentiellement des croyances vraies, ce qui n'empêche pas qu'on peut se tromper, qu'on peut avoir des erreurs et qu'on peut se retrouver donc dans ce petit ensemble ici, c'est-à-dire des croyances que l'on tient pour vraies et que l'on croit scientifiques alors qu'elles ne le sont pas. Ça, c'est ici le thème de l'erreur, mais l'erreur, elle est symétrique aussi dans l'autre sens. Il y a des choses que l'on tient pour peut-être anti-scientifiques aujourd'hui, et qui, avec plus d'éléments, nous permettront de démontrer que la valeur de vérité n'est pas faux, mais en contraire vrai pour certains de ces éléments. C'est tout l'objet du travail scientifique, et on va le voir immédiatement. Ce qui nous amène à notre première partie, qui est expliqué donc la petite portion des connaissances que l'on tiendrait pour scientifiques et qui seraient fausses. C'est ce que j'ai appelé le scientisme ne serait rien d'autre qu'une erreur. La méprise épistémique par inadvertance. Ici, la thèse, c'est bien entendu que si je me trompe sur la valeur de vérité, méprise épistémique, je ne l'ai pas fait exprès.
C'est-à-dire que manifestement, des choses m'ont échappé, je n'ai pas une volonté de nuire, je suis un scientifique, donc normalement, je suis censé effectivement chercher, on va dire, à établir des propositions vraies. En tous les cas, chercher à établir des propositions fausses ne font pas partie normalement de la mission de base du scientifique. Donc si par hasard j'énonce du faux, c'est qu'en fait je me suis trompé. C'est ça, on va dire, la logique d'ensemble, et puis on va questionner cette logique d'ensemble et voir qu'il y a peut-être autre chose qui est cachée derrière. La science est peut-être plus un processus rigoureux de recherche, travail épistémique scientifique, qu'un résultat, ce que j'ai appelé le corpus scientifique, c'est-à-dire un ensemble de connaissances normalement fiables et robustes, mais fiables et robustes jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'elles ne l'étaient pas parfaitement, voire pas vraiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la recherche, c'est parce qu'on est toujours en train d'améliorer ce qui se passe, et c'est le projet même du travail épistémique scientifique. Autrement dit, une partie du corpus considérée comme scientifique est donc normalement vrai, alors que, en fait, on peut considérer qu'il est vrai quand il était en réalité faux. Ça, c'est le petit écart que je vous ai signalé sur le dessin. De ce fait, la science est un processus de recherche de la vérité, de correction des erreurs de l'état antérieur de la connaissance, et on peut appeler cet état antérieur de la connaissance un ensemble de théories. En cela, la science se distingue de l'idéologie qui ne cherche pas à se modeler sur ce qui est, mais au contraire à modeler le réel sur ce que l'idéologie dit qu'il devrait être. Le point de départ de la science est une description la plus factuelle et impartiale possible, même si elle ne peut pas nécessairement l'être en tout point. Il ne faut pas tomber, on va dire, dans une forme d'objectivisme où on croit qu'on est capable de tout objectiver. Il faut être conscient de ses limites. D'ailleurs, tout article de recherche bien construit se termine par une section qui sont justement sur les limites de la recherche, parce qu'évidemment, on n'a pas tout résolu en une fois de façon définitive. En général, on a fait un certain nombre d'hypothèses, on n'a pas forcément pu étudier tous les cas, etc. Au contraire, pour le scientisme, le point de départ est une forme d'idéologie, c'est-à-dire un ensemble de propositions à prétention normative. Je cite de façon extrêmement lapidaire les modèles de l'homme en SHS. Pourquoi? Puisque c'était une des questions qu'on avait évoquées avec Philippe Corcuff quand on avait parlé du scientisme en sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que les modèles de l'homme? On va prendre pareil un cas bien connu, c'est le fait de croire que l'homme serait en tout lieu et en toute circonstance un homo economicus. Est-ce que je suis toujours en train, dans tous mes comportements, de faire une rationalisation en maximisation d'utilité? La réponse est que, empiriquement, c'est faux. Il y a plein de situations de la vie de tous les jours où je ne suis pas du tout en train de faire ce genre d'optimisation, et ça n'est pas très important. Un exemple que citait Yvon Péqueux, par exemple, si mon modèle de l'homme, c'est la théorie des coûts de transaction, quand je suis en famille, est-ce que je suis en train de refacturer immédiatement les prestations affectives que je donne à ma famille? Si justement je les donne, c'est que je ne suis pas en train de facturer. Donc l'idée, c'est que le modèle nous permet de voir un certain nombre de choses, mais parfois, la paire de lunettes ne va pas faire que nous permettre de voir, elle va aussi, du coup, avoir une prétention normative. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert, et du coup, ça fait pas mal d'écho. Si vous pouviez le fermer. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Le travail épistémique scientifique peut toutefois commettre des erreurs et se tromper de bonne foi, soit par limitation cognitive, c'est la thèse bien connue avec Herbert Simon de la rationalité limitée, qui s'applique à tous les agents, donc y compris aux chercheurs, et cette rationalité peut avoir deux dimensions, elle peut être de nature individuelle, ça c'est le cas connu, mais elle peut être aussi de nature collective, c'est-à-dire que socialement, nos représentations peuvent nous empêcher de voir un certain nombre de choses. Vous commencez à me voir venir avec l'idée de l'obstacle épistémologique. On peut également aussi avoir un phénomène qui est celui de l'aveuglement théorique. Nos théories fonctionnent comme des filtres ou des tunnels, offrant du jour à certains endroits et de l'obscurité à d'autres. Pour prendre un exemple qui est cette fois-ci plus général que ce qu'on avait pu voir avec Philippe Corcuff, je vais vous prendre un exemple de virologie, puisque depuis 2019, on a été mondialement sensibilisé à la question. Et un exemple d'histoire des sciences intéressant qui est la définition de ce que c'est qu'un virus. Alors je l'ai prise sur Wikipédia, même si elle est parfaitement classique et partagée.
Et une définition ancienne des virus désignait les virus comme étant des pathogènes trop petits pour pouvoir être filtrés, notamment par le filtre de Chamberlain. Ce qui veut dire que la manière d'identifier les virus, c'était des petites particules, celles qui pouvaient passer dans un filtre de Chamberlain, qui avait des trous suffisamment petits pour ne laisser passer que des résidus de 0,2 micromètres. Autrement dit, la définition de ce que c'est qu'un virus, mon critère de classification, c'est la taille physique de ces résidus. D'abord, c'est des trucs qui restent au filtrage, donc ce sont des résidus, et ensuite la taille, ils doivent passer par le filtre de Chamberlain, donc un virus doit avoir une taille inférieure à 0,8 micromètre. Si vous vous laissez, on va dire, prendre par cette définition ou cette acception populaire, parce qu'en fait, ça fait partie de choses qui sont transmises aux étudiants, aux chercheurs, etc., ça vous interdit conceptuellement, ne serait-ce que de penser qu'il pourrait exister des virus géants. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler géants? Ce serait des virus qui n'auraient pas la taille normale des virus, autrement dit, une taille qui est supérieure, et évidemment bien supérieure à 0,2 micromètre. Toutefois, les années ont passé et en utilisant la génomique comme mode de classement plutôt que la taille, on s'est aperçu dès les années 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, qu'il existait bien des virus géants, qu'ils soient à ADN, voire à ARN, mais on a noté que, génomique oblige, on avait des ensembles de séquences absolument typiques des virus qui étaient retrouvés dans certains micro-organismes, avec certains micro-organismes qui allaient jusqu'à 2,5 millions de paires de bases, alors que pour un virus standard, on en avait normalement autour de à peu près 300 000 au maximum. Ce qui veut dire que ces virus à 2,5 millions de paires de bases, ils avaient jusqu'à 4 micromètres de taille, autrement dit presque 20 fois plus que la norme. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant longtemps, on ne les a pas catégorisés comme virus, mais comme bactéries. On peut prendre l'exemple de Mimivirus. Mimivirus, en fait, au début, a été identifié comme étant la bactérie Bradford coccus en 92. Elle a été requalifiée puisqu'on s'est aperçu qu'effectivement, ça n'était pas une bactérie, mais que son génome était bien celui d'un virus. Et c'est comme ça qu'on a, on va dire, entériné le fait qu'il existe des virus géants qui ont été théorisés en tant que tels à partir de 2003. Ils vont être renommés parce qu'ils sont des virus un peu particuliers, Giant Virus. Donc ils ont fait la contraction en 2006. Mais on a une méprise épistémique, on s'est trompé, on a pris des bactéries pour des virus pardon, pour des bactéries pendant une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut, dans ce cas d'espèce, simplement conclure à l'inadvertance ou à l'étourderie? En fait, ici, on s'aperçoit que c'est plutôt la levée d'un obstacle épistémologique qui faisait prendre des virus géants pour des bactéries. Autrement dit, qui faisait prendre une chose ou une catégorie pour une autre chose ou une autre catégorie. Ce qui m'amène à dire que, pour le chercheur, conditionné par ses habitudes de maniement de ses outils de recherche, le chercheur ne se rend plus bien compte qu'il est engagé, en raison de ses méthodes de travail, dans une direction bien spécifique, dans l'investigation d'une certaine portion du réel, et qu'il a délaissé tout le reste. Bref, qu'il ignore superbement, consciemment ou inconsciemment, toute cette autre portion. D'où mon terme aussi de résidu. Mais après, la question, c'est est-ce que je laisse les résidus de côté ou est-ce que je suis dans la négation des résidus? Et c'est là où, effectivement, il va y avoir une frontière que l'on pourra dessiner. Subjectivement, il pourra considérer que ce résidu est négligeable et le reléguer dans les poubelles ou les oubliettes de la science. Négligeable, ça veut dire pas digne d'intérêt. Je ne vais pas produire de travail épistémique au sujet de ces résidus parce qu'ils ne sont pas très intéressants, donc je les laisse de côté, je les fous à la poubelle ou dans les oubliettes de la science, mais d'autres personnes, un jour, pourront aller les revisiter et à partir de ces restes de la science, de ces oubliés des modèles, des résidus, découvrir qu'il y avait des choses potentiellement intéressantes et éventuellement même conduire à des révolutions scientifiques. On revient à une thèse classique de la philosophie des sciences, c'est la philosophie bachelardienne du non, qui nous permet de venir faire de nouvelles découvertes. Le chercheur devient scientiste quand il prend de façon caractérisée mais erronée, caractéristique pardon, mais erronée, sa méthodologie pour une ontologie. Ça, c'est une phrase sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, parce que c'est une manière de problématiser le scientisme, ou une forme de scientisme en fait, hein, pas tous les scientismes, mais en tous les cas une forme fréquente, et notamment en sciences de gestion,
Et qu'est-ce qui se passe quand je prends ma méthodologie pour une ontologie? Ben, je vais déduire, dans mon cas des virus, de la méthode de filtrage que je ne peux pas avoir de virus observable de plus de 0,2 micromètres. Donc toute chose de plus de 0,2 micromètres ne peut pas être un virus. On a un système idéologique à l'œuvre parce que mon ontologie, en fait, va venir en cascade conditionner mes catégories épistémiques et donc m'empêcher définitivement de voir un certain nombre de choses, d'où ma qualification préalable d'obstacle épistémologique. Ici, on pourrait même dire que quand on prend sa méthodologie pour une ontologie, ce n'est pas un cas d'inadvertance. D'un point de vue de chercheur, dont c'est le métier, c'est ici un cas de paresse épistémique, consistant à ignorer délibérément certains cas possibles. Autrement dit, c'est un raccourci simplificateur. Est-ce que on doit stigmatiser un tel raccourci simplificateur? À court terme, non. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des vertus heuristiques. Dans un premier temps, dans le discours de la méthode, dans les différents éléments que Descartes nous donne, il nous dit bien justement qu'on va chercher à morceler le problème en autant de sous-problèmes qu'il le faut. Le problème, c'est que ce principe, qui, je le répète, est à nature heuristique, va nous pousser vers l'analyse. L'analyse, c'est bien. Mais il y a un moment où, après l'analyse, Descartes lui-même recommande la synthèse. Et donc, il ne va pas falloir rester dans des catégories qui sont, on va dire, des catégories des premiers temps, des catégories heuristiques, mais il va falloir être capable d'articuler les différents éléments, y compris les résidus. On a par exemple certains modèles quantitatifs qui sont publiés dans de grands journaux comme Journal of Finance, où en gros on a un R2 qui est à 40%, ce qui veut dire qu'il y a 60% de la variance qui n'est pas expliquée par le modèle. Autrement dit ici, ça veut dire qu'on a des résidus qui sont en fait plus gros que le modèle. Toutefois, le modèle explique bien quand même quelque chose, c'est dans les 40%, mais il faut voir ce qu'il explique, dans quel cas. Autrement dit, un travail épistémique scientifique rigoureux ne peut pas s'arrêter, se contenter de ces 40%, il doit se poursuivre jusqu'à affiner le modèle afin qu'on ait des catégories explicatives bien meilleures. Du point de vue du travail épistémique, ce qu'il faut stigmatiser, et je fais exprès d'employer ce mot stigmatiser pour montrer qu'on a franchi une ligne que si on est dans une démarche de recherche de vérité, on ne devrait pas franchir, c'est que le scientisme est une forme de paresse épistémique qui manque fortement de réflexivité. Et donc évidemment, l'idée de la réflexivité, on en avait parlé rapidement avec Philippe Corcuve dans le scientisme en SHS, et on a même une entrée avec lui spécifiquement consacrée à la question de la réflexivité, c'est que la réflexivité nous permet de sortir de ce qu'on pourrait appeler le biais scientiste. Donc ici, ce qui est intéressant en le notant, en articulant ces différentes catégories, c'est que on énonce un problème de façon plus précise qu'il n'est coutume de le faire, mais on donne également une solution méthodologique pour se sortir d'un problème issu potentiellement de la méthodologie, mais pas que. Du coup, au lieu de mener à de la production de science, le scientisme mène à la production de non-science, voire à de l'anti-science. Attention, je répète sur non-science et anti-science, l'anti-science, c'est le contraire de la science. Donc si la science dit blanc, l'anti-science dit noir. Donc c'est pour ça que je vous avais mis AS égale moins S tout à l'heure. C'est l'opposé de la science. Mais la non-science ne veut pas dire que ce qui est dans la non-science est faux. Il y a une partie de ce qui est dans la non-science qui est vrai, l'anti-science n'étant qu'un sous-ensemble de la non-science. Ce qui veut dire que un certain nombre de connaissances pour lesquelles je ne suis pas capable de trancher scientifiquement ne peuvent se retrouver, si je ne suis pas capable de déterminer leur valeur de vérité, que dans la catégorie non-science. Donc toute connaissance indécidable, incertaine ou douteuse scientifiquement est incluse dans l'ensemble que l'on va appeler non-science. Autrement dit, l'anti-science est bien incluse dans la non-science, c'est un sous-ensemble de la non-science, mais elle ne la recouvre pas. Toute connaissance n'est pas nécessairement scientifique, par exemple la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique est une forme de connaissance, ça n'est pas une forme de connaissance scientifique, et ça n'est pas un problème. Ce qui implique ni qu'elle ne soit toujours nécessairement vraie, ni toujours nécessairement fausse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça le débat, c'est pour ça qu'on a de la recherche, on a des zones grises.
On a des zones sur lesquelles on pense savoir et d'autres sur lesquelles on est quasi sûr qu'on ne sait pas grand-chose. Et ce qu'on invite à questionner avec le scientiste, c'est justement cette frange, cette marge entre la zone où l'on croit savoir et la zone où on sait qu'on ne sait pas, qui est la zone qui est épistémiquement la plus difficile à déterminer. Donc, du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement de considérer cet espace des connaissances comme étant l'union de l'ensemble science et de l'ensemble non-science à la lueur du scientisme. Que va faire le scientisme? Il va faire dévier le travail épistémique hors du travail épistémique scientifique. Donc, autrement dit, au lieu de nous faire produire de la science, le scientisme nous fait produire de la non-science. Mais j'ai pas dit qu'il nous faisait forcément produire de l'anti-science. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, on va dire, ça n'est pas une condamnation, on va dire, ferme, définitive, irrévocable du scientisme, en tous les cas pas sur ses résultats, mais sur sa méthode, ça c'est sûr, ou sur son procédé s'il est de nature idéologique. En ce sens, puisque le scientiste nous fait produire de la non-science, il excède la science. Et il excède la science dans tous les sens du terme. Voilà notre première partie, notre, on va dire, terreau de base sur lequel je construis l'argumentation, ce qui nous mène à un approfondissement autour du scientisme que l'on va voir dans cette deuxième partie, où je vais caractériser le scientisme comme une démarche idéologique, mais qui a une particularité importante, en tous les cas que l'on peut relever dans l'histoire des sciences, c'est que le scientisme avance masqué. Autrement dit, le scientisme va souvent feindre d'être la science pour faire dire à la science ce qu'elle ne peut affirmer. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. On est bien entendu toujours dans l'idée que le scientisme excède la science. Il lui fait dire autre chose que ce qu'elle est en capacité d'affirmer. Autrement dit, le problème fondamental du scientisme ne réside pas dans l'erreur, toujours possible, mais dans la persistance de l'erreur dans le temps. Donc ça, c'est la nuance de mon argumentation. C'est pas que le scientisme nous dit quelque chose de faux, pardon. Le scientifique peut se tromper, il peut être dans l'erreur, mais il va y avoir un mécanisme de correction d'erreur, qui n'arrive pas du tout avec le scientiste. Donc persistance de l'erreur dans le temps. Avec un peu d'intention, on connaît les axiomes, les hypothèses de départ et donc le domaine de validité et d'invalidité des théories et de leurs résultats. Ce qui fait que, individuellement ou collectivement, on devrait assez rapidement s'en apercevoir. Bref, si on est dans l'erreur, si on a un certain nombre de cas qui n'arrivent pas à être pris en compte par un modèle, une théorie, on devrait effectivement les noter comme étant, ne serait-ce que en dehors du domaine de validité du modèle ou de la théorie, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir les intégrer dans quelque chose de plus grand. Or, souvent, ça n'est pas le cas, il y a une forme de blocage épistémologique, et on retrouve cette attitude scientiste fréquemment dans l'histoire des sciences, et en particulier dans l'histoire des techniques. Ce sont souvent les promoteurs de techniques qui sont les vecteurs du scientisme. On a le cas bien connu chez nous en sciences de gestion où on a plein de chercheurs consultants qui veulent vendre des outils et élever ces outils au statut de théorie. On pourrait prendre l'exemple du Balance Scorecard et de ces différentes révisions pour devenir une forme de modèle de la performance. Le problème, c'est que l'outil cache un certain nombre d'hypothèses dont les acteurs ne sont pas nécessairement conscients et qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour les acteurs en question. L'exemple type étant, est-ce que je peux utiliser le Balance Scorecard pour une organisation à but non lucratif? Et si oui, quelle modification devrais-je faire à l'outil pour le rendre pertinent dans ces conditions? Le scientisme ne s'explique donc pas exclusivement par un défaut du travail épistémique scientifique, mais aussi, et même parfois principalement, par d'autres facteurs qu'il va nous falloir élucider, notamment par l'intérêt personnel à la propagation de certaines croyances métaphysiques ciblées. Si le scientisme conduit à des biais systématiques dans un sens plutôt que dans un autre, là où la science ne permet pas de trancher d'un côté plutôt que de l'autre, c'est bien parce que le scientisme excède la science. Pour trancher une proposition indécidable dans un système axiomatique, il faut renforcer les axiomes de ce dernier par des conditions plus restrictives qui, si elles sont cohérentes, peuvent rendre ces éléments décidables.
Cette phrase est peut-être un peu complexe, je vais donner un exemple bien connu de la théorie et de l'épistémologie des mathématiques. On a en théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel ce qu'on appelle l'hypothèse du continu. Il est démontré que dans le cadre de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel, l'hypothèse du continu n'est pas décidable. C'est-à-dire que je ne peux pas dire si elle est vraie ou si elle est fausse dans cette théorie. Elle reste en suspens. En revanche, si je passe dans une autre axiomatique, une axiomatique plus exigeante qui est celle des transfinis de Cantor, là, la proposition sur l'hypothèse du continu devient décidable. Je suis capable de démontrer qu'elle est vraie dans les transfinis de Cantor, alors que je ne suis pas capable et je ne serai jamais capable de démontrer qu'elle est vraie ou fausse dans l'axiomatique de Zermelo-Fraenkel. C'est donc sur le plan des axiomes, c'est-à-dire sur le plan métaphysique ou ontologique, que le scientisme commence réellement par excès de détermination. Donc c'est cette idée de l'excès de détermination qui va me guider dans la suite de ce texte. Un tel mécanisme est celui du renforcement, qui peut aller jusqu'à la radicalisation des croyances. Mais si vous êtes en train de renforcer les croyances, voire de les radicaliser, c'est le principe de ce qu'on nomme l'idéologie, idéologie qui fera l'objet d'une notice ultérieure. On comprend mieux derrière le caractère d'erreur, mais au lieu d'être une erreur d'inadvertance, on pourrait qualifier cette erreur d'erreur intentionnelle. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est intentionnelle? Parce que l'objectif n'est plus de mettre la véracité d'une théorie à l'épreuve, mais d'affirmer et d'instituer une certaine vérité, d'inculquer une certaine idéologie comme étant la seule possible ou la seule souhaitable. Bref, établir une norme qui n'est pas, ou pas principalement, liée à la vérité. Or, prouver la vérité de nos énoncés, ce qu'on appelle la justification, est normalement une caractéristique essentielle du travail épistémique scientifique, raison pour laquelle, évidemment, le travail épistémique produit avec cet ensemble de normes qui diffèrent de la vérité mène dans une direction non collinéaire avec la vérité. Bref, du point de vue du travail épistémique scientifique, de telles normes constituent un obstacle idéologique, comme je l'annonçais en introduction, parce qu'elles ne sont, par principe, pas révisables. On les a posées a priori, idéologie, on est sur le plan des axiomes, on est sur le plan métaphysique ou ontologique. Elles constituent donc des a priori peu ou pas discutables, venant ainsi par avance clore un débat, le normalizing de Maguire et Hardy dont je parlais tout à l'heure, que seule une forme de réflexivité, qui va être du coup même jugée indisérable, scandaleuse, comment pouvez-vous ne pas être d'accord avec mes croyances fondamentales? Seule cette réflexivité pourrait rouvrir le débat. Là, on a une force qui vient fermer et peser sur une fermeture inexorable du débat. Ces croyances fondamentales et fortes orientent le jugement, donc le raisonnement, et donc bien entendu le travail épistémique, mais bien entendu également le travail épistémique quand il cherche à être scientifique. Ces croyances appartiennent très souvent à l'une des trois grandes dimensions de l'idéologie, la dimension économique, politique et religieuse. De nombreux chercheurs dans l'histoire des sciences se sont pour ces raisons efforcés de limiter l'influence de ces croyances sur le travail épistémique scientifique. On prête ainsi la citation suivante à Pasteur: « Quand j'entre dans le laboratoire, je laisse Dieu, mes convictions, au vestiaire. » Cette phrase illustre un principe d'économie pour l'explication causale. Ai-je absolument besoin d'une hypothèse aussi forte pour pouvoir expliquer ces phénomènes, ou bien puis-je les expliquer de façon plus simple? Je peux bien sûr formuler des hypothèses plus simples, mais je ne dois pas pour autant me contenter du simplisme. Notons qu'une telle démarche est tout simplement le contraire de l'attitude commerciale. Une bonne publicité, qui fait vendre bien plus, repose souvent sur un slogan simpliste, c'est-à-dire une association assez simple, ce qui permet à toutes et tous de comprendre et se projeter dans la situation afin d'influencer, d'orienter la décision d'achat du consommateur. L'objectif, c'est de vendre une idée. Autrement dit, on a une action qui a une portée idéologique certaine quand on est scientiste. Une possibilité d'exemple bien connu, je prends exprès des exemples qui ne sont plus à la mode pour que le temps de l'histoire étant un peu passé, que, on va dire, les sensibilités idéologiques de chacun se soient un peu refroidies, travailler plus pour gagner plus versus la semaine de 35 heures. Chacune de ces idées, érigée en principe d'action collective, aura des conséquences pratiques assurées sur la vie des gens en établissant des règles du jeu typées. Mais les conséquences réelles à long terme ne seront pas nécessairement celles qui avaient été imaginées ou mises en œuvre par leurs promoteurs,
et je devrais même ajouter évidemment par leurs adversaires. Les adversaires prédisant la catastrophe, les promoteurs prédisant le paradis. Peu importe hein, la croyance idéologique en question. Le scientisme va ainsi participer au débat public avec pour but d'influencer le travail épistémique ordinaire dans un champ qu'il juge normativement bon a priori. Exemple également, d'un côté, les chantres inspirés par l'intelligence artificielle qui vont mettre en avant les formidables gains de productivité possibles, là où on aura des personnes qui pourraient être catastrophistes et effrayées et qui verraient dans l'IA une forme de déclassement de l'humanité et possiblement même la voie de son extinction. Ces positions, aucune de ces positions, ni dans un sens ni dans l'autre, ne sont des prédictions aux sciences scientifiques. Ce sont des projections, ce qui n'est pas du tout la même chose. Des hypothèses ou des postulats métaphysiques différents dont on explore les conséquences à l'aide d'expériences de pensée. L'expérience de pensée de ce qui va advenir. Ce qui est une activité qui est typique de la philosophie. Sous-entendu, si c'est typique de la philosophie, c'est qu'on n'est plus dans la science. On excède la science, ce qui n'est pas un problème. On a bien entendu une légitimité et un intérêt de l'activité philosophique, mais la philosophie n'a pas besoin de se faire passer pour de la science. Mais même pour les plus grands scientifiques, certaines de ces expériences de pensée sont inconcevables. Einstein nous affirmait « Dieu ne joue pas au dé », choqué qu'il était, religieusement ou spirituellement, par la place apparente du hasard en mécanique quantique, place qui semble s'opposer à un ordre universel immanent que l'on tirerait de l'existence d'un Dieu unique dans une religion monothéiste. Un autre exemple bien connu est celui du programme de Hilbert durant les années 20. Hilbert nous disait qu'on devait résoudre le problème des fondements des mathématiques, notamment en, on va dire, réduisant les mathématiques à l'aide d'une méthode particulière, parce qu'on avait découvert des paradoxes et des incohérences dans la théorie des ensembles et que plus ou moins tout reposait sur la théorie des ensembles. Donc s'il y avait des incohérences dans la théorie des ensembles, en fait, c'était toutes les mathématiques qui s'écroulaient. Et Hilbert nous dit que pour les mathématiques, il fallait réduire la cohérence des mathématiques à celle de l'arithmétique. Bref, le principe du programme de Hilbert, c'était prouver la cohérence de l'arithmétique pour sauver les mathématiques. Et là, je fais exprès de dire sauver, parce qu'on peut voir, entre guillemets, un programme politique, en quelque sorte, qui arrive. Or, en 1931, Kurt Gödel, avec ses deux théorèmes d'incomplétude, va venir réfuter mathématiquement la thèse ou la croyance métaphysique de Hilbert. Ainsi, certaines thèses métaphysiques sont fausses, c'est-à-dire avérées fausses. On est capable de montrer que, là où elles énoncent que quelque chose est vrai tout le temps et partout, il me suffit d'exhiber ne serait-ce qu'un contre-exemple pour les réfuter. Donc on est capable d'invalider certaines métaphysiques. Mais d'autres métaphysiques sont indécidables. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'hypothèse du continu, indécidable dans un cas, décidable dans l'autre. Si c'est indécidable, je ne peux pas trancher. Je ne peux ni prouver, ni infirmer. Bref, on ne peut faire dire à la science ce qu'elle n'a pas les moyens d'affirmer. Si une proposition est indécidable, je ne peux pas affirmer qu'elle est décidable. Ça semble du bon sens, mais la tentation est grande. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la science, dans un état ultérieur de connaissance et de réflexion, ne pourra pas un jour être en capacité de trancher. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Une solution usuelle à ce problème consiste alors à chercher une théorie plus générale qui permet d'intégrer des sous-modèles disparates comme cas particulier d'un métamodèle plus grand, c'est-à-dire plus englobant. C'est ce que je vous avais énoncé tout à l'heure avec la philosophie du nom de Bachelard et les géométries non euclidiennes. Comment est-ce qu'à partir de la géométrie d'Euclide, on a fait un postulat sur la courbure de l'espace, positive ou négative, qui vont nous donner la géométrie de Riemann ou la géométrie de Lobachevsky, ce qui ne veut pas dire qu'une quelconque de ces géométries est fausse, mais elles ont des domaines d'application, des cas où on va dire qui limitent leur validité, et en fonction de la courbure de l'espace, ça me permet de choisir la géométrie la plus adaptée compte tenu de ce paramètre. Autrement dit, on a graduellement complété une théorie en la complexifiant, en faisant ainsi apparaître de nouveaux paramètres que l'on pourrait nommer parfois variables cachées ou paramètres de contingence. En disant paramètres de contingence, je fais évidemment un gros appel du pied aux sciences de gestion. Si toutefois l'on fait passer du contingent pour du général, on fait à nouveau dire à la science ce qu'elle ne peut affirmer, sous couvert pourtant des atours de la science.
De ce fait, il s'agit bien d'une démarche idéologique qui avance de manière masquée. C'est le principe en fait du réductionnisme qui fera l'objet d'un prochain article. C'est un principe récurrent du scientisme qui instrumentalise la science pour donner de faux semblants de justification à des positions idéologiques, parfois peu conscientes, mais relevant aussi parfois tout simplement de la mauvaise foi. Le scientisme résulte ainsi d'un excès de prétention quant au réel et à sa nature, une croyance qu'il veut faire prendre pour argent Avec Michel. comptant, là où il ne Oh, écoute, s'agit que d'une je me pose là. métaphysique. J'écoute un séminaire sur le scientisme. Et on t'entend? Voilà, merci. Parfois décidable et donc réfutable. Le subterfuge scientiste usuel consiste ainsi à faire passer une classe particulière de phénomènes, mécanismes ou de situations pour le modèle absolu. Bref, un modèle non contingent de l'objet, venant ainsi surdéterminer ses propriétés en les réduisant aux particularités prises comme généralité. Ce qui m'amène à ma conclusion. En usant indûment, du point de vue du travail épistémique scientifique du réductionnisme, on peut orienter a priori le raisonnement, et donc les conclusions, dans un sens qui nous arrange idéologiquement. Il ne s'agit donc plus d'une simple méprise épistémique, mais d'une volonté de manipuler la connaissance en agissant sur le travail épistémique ordinaire pour servir ses propres intérêts dans les domaines en général économiques, politiques, religieux, etc. Ce qui constitue bel et bien une méprise épistémologique. On se trompe sur la nature de la connaissance à l'œuvre, mais voulue et motivée par le conflit d'intérêts. Autrement dit, on essaie de faire passer de la métaphysique pour de la science. C'est ce que j'ai appelé le scientisme idéologique. C'est une croyance qui est soit fausse, soit non justifiée, c'est-à-dire appartenant au domaine de la non-science, et qui va se servir du réductionnisme et l'instrumentaliser dans la mesure où son pouvoir de persuasion, le simplisme, mais non de conviction, sera grand vis-à-vis d'un auditoire. Il s'agit donc d'un subterfuge rhétorique qui consiste à faire dire à la science ce qu'elle ne peut affirmer, afin d'utiliser l'autorité précise de la science pour légitimer l'action et les croyances comme vraies, et partant bons dans le domaine public, sur la base d'un raisonnement épistémiquement faux, c'est-à-dire invalide. La science n'est pas normative d'un point de vue idéologique, métaphysique, sauf à considérer qu'elle peut, au cours de son travail épistémique scientifique, invalider certaines métaphysiques, c'est le principe de la réfutation, et est ainsi une quête infinie et inachevée de vérité, et je vous ai mis, par petit clin d'œil provocateur, au pluriel. Paraphrasons Bachelard, l'esprit ne peut se passer de métaphysique, mais il peut en changer. Ajoutons, difficilement et dans la douleur, grâce à un rigoureux travail, un travail épistémique. La recherche scientifique est un work in progress qui part des faits et débouche sur des conclusions, avec des tests, des épreuves, avec un principe de réfutation, et non une somme idéologique qui part des conclusions désirables pour les illustrer ou les narrer fictivement avec des faits triés sur le volet, et qui seront donc dans une logique de conformité à l'idéologie, d'opportunité des faits par rapport à la théorie, avec un principe de corroboration. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Alors je vais revenir sur un ou deux points. Je me doutais qu'Erwan allait très rapidement réagir. L'avantage de Teams, c'est que ça me donne l'ordre des mains levées, donc je n'oublierai personne. Donc levez la main et je distribuerai au fur et à mesure. Euh, je Sachant vais que je te dois laisser partir dans 7 minutes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vu que tu nous as dit qu'il fallait que tu partes bientôt, Erwan, je vais te passer la parole, puis je la reprendrai après, à moins qu'il y ait d'autres mains levées. C'est à toi, Erwan. Merci. Question très simple. Qu'est-ce que tu fais de la définition plus usuelle de le scientisme, comme l'idée qu'il n'y a pas d'autre forme de connaissance que la connaissance scientifique? Eh bien, en disant cela, en fait, j'affirme que c'est une définition qui est fausse et surannée, ne serait-ce qu'en citant un exemple. La connaissance métaphysique est une forme de connaissance. Dire qu'il n'y a pas d'autre connaissance que la connaissance scientifique, c'est nier l'existence de la connaissance métaphysique, par exemple. Donc ça me suffit, en fait, pour rejeter cette définition comme étant justement scientiste par essence, puisqu'elle est en train de réduire le réel à une sous-proportion du réel, en faisant passer cette sous-portion du réel comme étant la totalité du réel. Ah non, parce Ma que problématisation. les gens qui disent que la connaissance scientifique n'est pas de la connaissance scientifique, mais de la connaissance quand même, ils ne sont pas scientistes.
C'est exactement ce que je viens de dire, ils ne sont pas scientistes, c'est-à-dire Mais du que coup, quel est le ceux problème? qui disent qu'il y a de la connaissance non scientifique ne sont pas scientistes. Si tu dis que la seule connaissance qui existe, c'est la connaissance scientifique, ça fait partie de ce que je caractérise comme étant scientiste. Oui, mais toi, tu dis autre chose. Tu dis pas exactement ça. Tu dis pas ça du tout, en fait. Bah, écoute, dis-moi ce que tu as compris, parce que, a priori, normalement, je dis ce que je viens de dire. Parce que là, de ton point de vue, le scientisme est une forme d'idéologie. Mais une forme Oui. d'idéologie au sens où Il y a un on biais fait idéologique des dans le hypothèses, scientisme. on pose des a priori qui ne sont pas correctement fondés. Mhm. Et donc, tu mélanges ça avec la non-science. Mais le scientisme, c'est beaucoup plus précis. C'est l'idée vraiment que, voilà, s'il n'y a pas de la science, il n'y a pas de connaissance. Et c'est pas ce que tu dis. Non, c'est Tu pas dis ce autre que je chose. dis, et je récuse, on va dire, c'est la Mais comment définition que tu tu peux récuser poses. ça? Bah, c'est très facile, c'est-à-dire que justement, ce que j'ai expliqué, c'est je fais une reproblématisation, c'est-à-dire que ta manière même de poser le problème fait qu'il y ait théoriquement, de façon complètement autoréférentielle, il ne peut pas y avoir de problème, puisque tu Ouais, poses moi, a c'est priori pas qu'il moi n'y qui a que pose le la problème, connaissance scientifique. c'est une définition très commune du scientisme. C'est pour ça que. C'est pas la seule définition du scientisme, c'est justement Surtout pas aux parce qu'elle est États-Unis. commune. Je peux te citer, c'est exactement pour ça que j'avais pris la définition des virus. La définition des virus comme étant d'une taille inférieure à 0,2 micromètres, ça a été une définition extrêmement commune. C'est pas pour autant qu'elle était juste. Non, mais là, on parle d'une convention scientifique, on ne parle pas de philosophie. On Là, parle au le contraire de philosophie et de non-scientisme, l'idée du philosophie des sciences. scientisme, historiquement, a été créée pour désigner cette idée qu'il n'y a pas de connaissance sans science, que toute connaissance est une connaissance scientifique. Et c'est ce que je dis, c'est bien un blocage épistémologique, puisque si tu me dis que toute connaissance est scientifique, ça veut dire que la totalité de la connaissance ne peut être que scientifique. Donc il n'y a pas de connaissance extra-scientifique, donc Ça, par exemple il n'y a pas de connaissance métaphysique. c'est ça. Et donc c'est là où je dis, puisqu'il y a des connaissances métaphysiques, Ça, c'est toi puisqu'il y a qui le des dis. connaissances de nature, Bon, et en plus, il y a deux il y a des niveaux. Il y a deux connaissances niveaux. par exemple esthétiques. Mais il y a deux Il y a niveaux. un certain... Tu prends parti contre le scientisme, mais ce n'est pas la question. On peut être d'accord, moi personnellement, je suis d'accord qu'il y a la connaissance métaphysique. Je suis désolé, je me dépêche, parce que je dois partir dans 2 minutes. Il peut y avoir la connaissance métaphysique, donc le scientisme est faux. La question n'est pas là, la question c'est qu'est-ce que le scientisme? Le scientisme, d'après ce que beaucoup de philosophes avancent ou défendent, c'est l'idée, à nouveau, qu'il n'y a de connaissance que de connaissances scientifiques. Et je ne vois pas en quoi l'exemple de la métaphysique peut invalider cette position. C'est exactement ce que j'ai cherché à montrer dans mon premier schéma, c'est-à-dire que là où j'avais distingué 3 zones dans mon premier schéma avec la science, la non-science et le sous-ensemble de l'anti-science, ici en fait dans une conception que je vais qualifier réductionniste, pour moi la définition que tu donnes c'est une définition réductionnisme du scientiste, elle montre en fait que normalement il y a identité de ces 3 zones. En fait, il n'y a rien en dehors de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance en fait non scientifique. Ça, c'est ce que tu poses avec la définition du scientisme. Non. Moi, je dis que ce que dit le scientiste, c'est qu'il n'y a pas de connaissance en dehors de la connaissance scientifique. C'est pas moi qui défends Exactement. cette position. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle je viens donner un exemple qui le réfute. Et on pourra en donner plein d'autres. Donc ici, je dis que Dans ce le cas-là, fait... dans ce cas-là, tu réfutes le scientisme. Tu réfutes pas la définition du Je scientisme. réfute l'autodéfinition du scientisme par le scientiste, en disant que sa définition est partielle et partielle, qu'elle a d'abord un fondement qui est justement métaphysique et qui ne repose pas sur une connaissance scientifique. Ce qui est une autre manière de montrer qu'il y a un problème. La cohérence qu'il énonce comme étant une connaissance est incomplète. Autrement dit, en fait, elle n'a pas de base, elle n'a pas de fondement. J'aurais bien aimé poursuivre l'échange, mais hélas, j'imagine de toute façon, il y a d'autres questions. Et ensuite, moi, je dois vous quitter tout de suite. Je suis désolé. Et au plaisir, Donc, Erwan, de reprendre cet échange plus tard. avec plaisir. À bientôt. Ciao, Merci, ciao. Merci, Erwan. Erwan. Alors, je vais prendre, en attendant qu'il y ait d'éventuelles autres réactions, je vais prendre un peu le relais d'Erwan sur le... Effectivement, tu passes peu de temps à voir la manière dont le scientisme a été défini pour en voir les motifs récurrents dans les définitions et éventuellement les éléments sous-jacents qui pourraient permettre de caractériser, voire de dépasser les définitions. Je pense que
il y a, et dans les échanges avec Erwan, il y a un petit détour à faire sur l'ancrage et sur la question connaissance, quitte à ce que ça renvoie un jour vers une autre entrée, hein, et évidemment, croyance vraie justifiée. Parce que je pense que le débat est en partie là avec Erwan, et par rapport aux ensembles que tu caractérises, euh, je, tour à tour, c'était soit des ensembles de qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la non-science, et à d'autres moments, les ensembles étaient des ensembles de connaissances que tu caractérisais comme des connaissances scientifiques ou comme des connaissances non scientifiques ou anti-scientifiques. Donc je pense qu'il y a peut-être juste une clarification sur le fait que, et ça renvoie à ce que Erwan commençait à identifier et sans mettre exactement le doigt dessus, la question c'est est-ce qu'il existe des connaissances qui ne relèvent pas, qui n'ont pas l'étiquette de scientifique? Et comme ça, on abandonne un peu ce que je pense qu'une partie de la réaction d'Erwan sur la science, c'est que la science, c'est la production de certaines connaissances considérées comme scientifiques, mais c'est aussi des pratiques, des institutions, des conventions, plein de choses. Là, toi, j'ai l'impression, mais corrige-moi si je me trompe, que, en tout cas, dans ta caractérisation des ensembles, ce sont des ensembles de connaissances, et, y compris vrai et faux. La réponse est pas exactement, puisque bon, l'ensemble total, c'est ce que l'on considère être connaissance. Donc, est-ce que, en gros, on pourrait dire que c'est des ensembles sur ce que l'on considère être de la connaissance versus pas de connaissance. Le parti pris que j'ai et sur lequel, j'allais dire, je me contente de faire une justification à minima que j'ai faite à Erwan, c'est parce que l'article est censé être écrit en 1500 mots. Donc, effectivement, c'est bienvenu de vouloir développer plus, mais là, pour le coup, je fais pas une thèse, je fais plutôt, on va dire, une synthèse qu'une thèse. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix, effectivement, de passer rapidement sur ce point pour élaborer la suite, qui me semble être plus intéressante, d'autres auteurs s'étant penchés sur le sujet. Mais bien entendu, ça pourrait être très intéressant de les citer explicitement pour effectivement abréger le débat, ce que je ne fais pas, ça c'est un manquement de mon texte, je suis tout à fait d'accord, mais c'est de dire que mes ensembles, c'est la totalité de la connaissance, connaissance avec un grand C, donc c'est l'ensemble de la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ensemble de la connaissance? Un ensemble de connaissances au pluriel avec un petit c. Une partie de ces connaissances pourra être catégorisée comme étant scientifique, une autre partie pourra être catégorisée comme étant non scientifique. L'argument du scientiste qui dit qu'il n'existe pas d'autres connaissances que scientifiques dit que ce que j'appelle non-science est un ensemble vide. Or, je suis capable, je pense en tous les cas, moi ça me convainc, de dire que, par exemple, la connaissance morale, la connaissance métaphysique, la connaissance esthétique, la connaissance émotionnelle, ce sont des choses qui peuvent parfaitement compter comme connaissance, sans pour autant être scientifiques. Donc, ce que je dis, c'est qu'il existe de la connaissance non scientifique. En cela, donc, je justifie la complémentarité de mes deux ensembles sciences et non-sciences qui forment la totalité de l'ensemble ou de l'espace des connaissances. Là-dessus, c'est difficile de débattre parce qu'on est aligné. Mais je pense que la réaction d'Erwan est, alors sur deux plans, je ne vais pas faire du ventriloquisme, mais un sur l'absence de quatre citations d'auteurs définissant le scientisme. C'est un truc de forme, mais vu que l'idée du dictionnaire, c'est aussi de renvoyer à des références pour que les lecteurs et les lectrices puissent aussi aller y puiser. Je pense que c'est un détour de forme, mais qu'il est nécessaire. Et deuxièmement, ce que lui formule comme, en fait, tu réfutes le postulat scientiste très tôt dans le texte, qui à mon avis, je ne suis pas d'accord avec lui par contre quand il dit bah, donc tu réfutes le scientisme. Je pense que c'est que tu te dotes des éléments analytiques pour examiner un prisme plus large. C'est-à-dire que là où le scientisme dit qu'il n'existe pas de connaissances non scientifiques, on pourrait quasiment, même si c'est
c'est là où je pense que c'est synthèse, mais aussi une thèse. Tu infirmes leur postulat, mais ça pourrait quasiment être spéculatif pour se dire, imaginons que le scientiste ait tort, qu'est-ce qu'on pourrait voir si on réduisait pas l'ensemble des connaissances non scientifiques à zéro? Et hop, d'un coup, tu as une cartographie qui apparaît à l'intérieur de cet ensemble avec des sous-ensembles, des anti-ensembles. Et donc je ne suis pas d'accord avec Juan sur le fait que c'est d'emblée une invalidation du Surtout scientisme. que j'ai dit explicitement le contraire. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que le scientisme c'était mal. Pourquoi je peux pas le dire? Parce que c'est un jugement de valeur. Donc, comme jugement de valeur, c'est un jugement extra-scientifique, ce qui n'empêche que ça peut être connoté comme connaissance métaphysique. J'ai dit que d'un point de vue scientifique, la justification, ça va être l'utilité dans un travail épistémique qui va produire des connaissances vraies en permettant leur justification. Et j'ai expliqué effectivement comme quoi, en première instance, on peut, entre guillemets, se permettre d'être scientisme à l'aune, on va dire, des résultats qui sont produits. Mais quand manifestement on ne produit plus de résultats et que les résidus restent toujours gros, on n'a même pas l'argument, on va dire, pragmatique qui nous permet de faire que ça tient. Or, dans le temps, là après c'est l'analyse, on va dire, d'histoire et de philosophie des sciences, hein. Donc il y a un aspect sciences sociales que justement Erwan cherche complètement à évacuer. Or, quand je parle de la problématisation, je me place bien à partir d'une perspective de problématisation dans les sciences sociales avec l'idée du travail épistémique. C'est la raison pour laquelle, comme on part, on va dire, de principes différents, bah, on ne se rencontre pas. Et moi, ce que je dis justement, c'est que oui, le principe de l'idéologie scientiste, c'est que de toute façon, elle ne peut pas entendre d'autres postulats qu'elle-même, parce que, en fait, elle ne veut pas changer d'axiomatique. Et moi, ce que je montre, c'est que l'axiomatique en question a des problèmes d'un point de vue scientifique, dans le sens où elles vont nous faire un biais systématique par rapport à la vérité. Et si je le disais dans un autre langage que j'ai pas mobilisé ici, celui par exemple des programmes de recherche de la Catos, c'est-à-dire que le scientisme peut être éventuellement fécond à court terme, mais qu'il y a un moment inéluctable dans lequel il va devenir dégénérescent. Or là, il va se crisper, c'est-à-dire qu'il va rester sur des positions de principe, des positions idéologiques, qui, au lieu de servir la recherche de croyances vraies justifiées, donc le travail épistémique scientifique, va au contraire l'enliser, l'encrasser et potentiellement, du coup, le ralentir. Alors, je voulais revenir sur une chose, mais avant, il y a une question qui a été posée. Est-ce que tu pourrais donner des exemples plus précis de connaissances non scientifiques? Alors, j'en ai déjà donné plein, mais je vais Ouais. redonner les mêmes parce que je les ai donnés de façon catégorielle. Donc, la première des choses, c'est ce qu'on appelle la connaissance métaphysique. Par exemple, si je vous dis Dieu existe, ou si je vous dis, alors je ne prends absolument pas parti hein, là, sur ce que je vous donne, hein, je vous donne, on va dire, des énoncés à portée métaphysique que je ne cherche en aucun cas ni à valider ni à invalider. Deuxième énoncé, le capitalisme c'est bien. Comment est-ce que je peux justifier ça socialement? Socialement, je peux, mais scientifiquement, est-ce que je peux? En fait, derrière, si on a introduit des considérations morales, des considérations esthétiques, ce sont des éléments que l'on va bien tenir pour connaissance dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce sont des éléments que on va prendre pour acquis pour élaborer comportement, plan d'action, etc. Autrement dit, ce sont des choses que l'on connaît, on est avec. C'est une autre manière de faire, on va dire, un lien avec ces éléments-là. Est-ce que ces éléments sont scientifiques? Non, ils sont parfaitement extra-scientifiques. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un problème? Et ma réponse personnelle est que non, ça n'est absolument pas un problème. Et c'est justement tout l'intérêt de ma définition ensembliste, de montrer qu'il y avait quelque chose que l'on croyait évident, c'est-à-dire que l'ensemble des connaissances se réduisait exclusivement à la connaissance scientifique, et en posant le fait qu'il y a de la connaissance non scientifique et de l'antiscience, l'ennemi de la science, ça n'est pas la connaissance non scientifique, c'est l'antiscience. Et donc l'idée, c'est que cette caractérisation ensembliste permet aussi de ne pas se tromper sur l'endroit où il y a un problème, et c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais dans une démarche de problématisation. Alors ça, je veux revenir à problématisation, mais pour donner un autre exemple,
pour abonder, parce que c'est vrai que l'exemple de le capitalisme est bien, que le Dieu existe, on a le problème de ça frotte avec les notions de croyance, avec les notions, etc. Pour abonder, par exemple, sur la connaissance esthétique, on fait énormément de choses de manière intuitive, que notre corps connaît, sans que forcément on soit capable de formuler, et sans qu'on puisse prétendre à une scientificité. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un ou quand on dit qu'on sait faire du vélo, on mentionne quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Hein. Je connais mes voisins, je connais ma ville. C'est une forme de connaissance, mais elle est pas elle se prétend même pas scientifique, et c'est pas problématique. On sait faire énormément de choses d'un point de vue corporel, d'un point de vue sensoriel, sensitif, sans qu'à aucun moment, donc on est traversé, et nos corps sont traversés, et nos pratiques quotidiennes sont traversées de ces connaissances-là, qui ne prétendent pas et qui ne sont pas scientifiques. Ce qui ne les empêche pas de fonctionner comme une forme de connaissance tangible, qui fonctionne, qui obtient les résultats, qui a peut-être été un jour adossée et qui est peut-être parfois recouplé avec la production scientifique, hein, mais qui est fondamentalement fonctionne de manière qui ne se prétend pas scientifique. L'expertise, même si elle est connectée à la connaissance scientifique et à l'existence de la science et de ce qu'elle produit, l'expertise est tramée de connaissances qui ne sont pas et qui n'ont pas besoin et qui ne se prétendent pas scientifiques. Hein. Donc il y a de la connaissance non scientifique, mais c'est vrai que ça vient invalider c'est là où c'est difficile de commencer avec ça tout de suite, c'est que ça vient d'une certaine manière contredire une partie des affirmations scientistes. Alors il n'y a toujours pas de main levée, donc moi je vais continuer. Hein. On a l'habitude de discuter, de débattre avec Laurent, donc c'est pas un problème. Ah, ça y est, Benjamin. Bon, je me lance. Ah, merci beaucoup Laurent pour ce très chouette exposé. Moi j'aurais eu une petite remarque à un moment donné euh, autour justement de la notion de science et de non-science, parce que c'est un mouvement qui apparaît de plus en plus depuis quelques années autour de la recherche engagée, de ce que certains appellent l'académisme radical. Euh, alors, je me doute un petit peu déjà de la réponse, mais justement, partant du principe que je me situe dans un monde et que j'ai mon corpus idéologique, euh, je vais nécessairement, à un moment donné, en embarquer une partie dans ma recherche et dans mon positionnement scientifique, voire dans ma démarche. Et dans ce cas-là, ce que je vais produire, est-ce que ça peut avoir une prétention scientifique ou est-ce que ça va en rester à la simple production d'une connaissance non scientifique, a priori, et qui peut éventuellement un jour devenir une connaissance scientifique, mais dans ce cas-là, par quel type de travail et quelle méthode? Où Alors, est-ce en que fait, tu situes l'académisme radical Mhm. dans tout ça? C'est une très belle question et très pertinente. Si Bernard Collas était parmi nous, il serait absolument ravi que tu poses cette question, puisqu'il nous avait fait justement tout un couplet là-dessus pour l'anniversaire de la FNEJ. Et derrière, en fait, j'ai déjà répondu. Alors, je vais reformaliser évidemment ma réponse, c'est est-ce que on peut se passer de métaphysique? Est-ce qu'on peut se passer, du coup, on va dire, d'une idéologie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'utilise le vocable idéologique, ça n'est pas un vocable stigmatisant. C'est-à-dire que Bachelard nous le dit très bien, l'esprit peut changer de métaphysique, il ne peut pas s'en passer. Donc il ne s'agit pas de dire il faut avoir zéro idéologie, en fait c'est impossible. C'est pas comme ça que la connaissance fonctionne. La preuve en étant en mathématiques, où l'idéologie en mathématiques, bon ça semble bizarre dit comme ça, mais l'idéologie en mathématiques s'appelle les axiomes. Donc la réponse, on l'a déjà avec Bachelard et la philosophie du nom, les géométries non euclidiennes. L'important n'est pas de ne pas avoir d'hypothèse ou de parti pris. On peut avoir ses hypothèses préférées, ses hypothèses fétiches. Ce sont des axiomes. En revanche, on ne va pas planquer les axiomes sous le tapis, on va les expliciter. Et en les explicitant, on est en train de définir le domaine de validité de notre théorie. C'est-à-dire, ma théorie ne tient que si ça est vrai.
est-ce que je vais pouvoir prouver les axiomes? Bah, le principe même des axiomes en mathématiques, c'est qu'on ne va pas les prouver. Donc, ça n'est pas un problème pour produire de la connaissance. Et comme on a un travail épistémique qui, en exhibant ces axiomes, est rigoureux, ils vont nous permettre de soumettre à la réfutation le travail qui aura été produit. Bref, ils sont, on va dire, scientifiques, ne serait-ce qu'au sens du processus, et s'ils permettent de démontrer effectivement un certain nombre de choses vraies, là, ils nous amènent vers une connaissance scientifique. Donc le problème d'être engagé n'est pas un problème à condition que ça ne vienne pas parasiter le travail épistémique, mais au contraire le soutenir. Mais c'est un soutien affiché. C'est-à-dire que là où ce serait un problème, c'est d'avancer masqué. Et c'est ce que je dénonce avec le scientisme. C'est-à-dire que la plupart des gens font semblant d'être seulement scientifiques, quand en fait ils prennent, au nom de la science en quelque sorte, qu'ils usurpent, une position qui prétend légiférer de façon normative sur des considérations qui n'ont pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que scientifique, non scientifique, en gros, la réponse c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que ça me donne une quelconque norme du bien? Et donc, là où le chercheur va être engagé et là où il devient non scientifique, si je le prends par exemple par rapport à un article, c'est très souvent dans ses conclusions. C'est pas quand il a fait sa revue de littérature, sa méthode, etc. C'est dans l'interprétation des résultats. Est-ce que dans son interprétation, il va rester dans quelque chose qui, on va dire, est logique d'un point de vue scientifique, ou est-ce qu'au contraire, il va projeter un certain nombre de valeurs, de croyances sur le plan ontologique, qui vont venir absolument infléchir son interprétation dans un sens et dans un sens unique, dans un sens qui ne varie pas et qui ne pourra pas varier. Et si on arrive dans ce genre de cas, on est dans une recherche qui n'est plus scientifique, mais qui est une affirmation idéologique qui essaye de se faire passer pour de la science. Ce cas-là serait un cas typique de scientisme. Est-ce que je peux faire de la recherche engagée? On va prendre l'exemple de la recherche comptable engagée, parce que c'était celui de Bernard. La réponse est oui, mais à condition qu'on ait explicité ces hypothèses. Éventuellement, ça va nous amener à faire une forme de recherche-action qui n'est pas du tout un problème en soi, à condition qu'on ne prenne pas pour généralité ce qui n'était qu'une particularité. Autrement dit, dès que je suis capable de situer mon travail de terrain, mon action sur le terrain, mon rapport au terrain par rapport à un cadre plus grand, le métamodèle dans lequel ça va être inclus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le principe fondamental de la philosophie du non, je suis en train de montrer que ce que je fais n'est pas absolu, mais relatif. Autrement dit, je suis rentré dans une démarche réflexive, et c'est grâce à cette réflexivité que je vais pouvoir garder ma scientificité dans ma démarche. Et ça, je pense que c'est clé. Alors, je regarde en même temps parce que je voulais revenir à un élément et je suis déçu parce qu'en fait, j'ai vu passer Marc Nikitin Oui, je sais, j'ai vu Marc qui aussi. s'est connecté rapidement et qui n'est plus connecté et qui avait écrit il y a 20 ans un des premiers et un des seuls papiers sur la problématisation. C'était dans CCA en 2006. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui se sont intéressés explicitement à la question de la problématisation. Il y a Jean-Luc Morisseau qui avait participé au séminaire l'année dernière et Marc Nikitin. Alors c'est intéressant de voir les gens qui se sont intéressés à la problématisation explicitement en gestion en France. C'était plutôt dans le cadre compta contrôle audit. Hein, donc c'est intéressant que une notion qui peut avoir l'air très philosophique à première vue, peut-être être caricaturée comme constructiviste, a beaucoup intéressé le champ du contrôle. Et je voudrais revenir dessus parce qu'en fait, ça a un rôle pivot. Alors, je ne savais pas qu'il était discuté de manière aussi détaillée dans le papier que tu mentionnais de Maguire et Hardy. Donc, je l'ai sous les yeux et effectivement, dans la problématisation, il y a voir en quoi le cas est particulier et pas générique, en quoi il est innovant, c'est-à-dire en quoi il se détache de ce qu'on a vu dans le passé, il y a de la nouveauté, il y a du questionnement, c'est-à-dire on reconnaît l'incertitude et l'incomplétude de l'information et on pluralise, on voit qu'il y a une multitude alors eux parlent de parties prenantes, mais qu'il y a une multitude de perspectives.
il y a un moment où t'en fais quasiment une force contre le scientisme idéologique, la problématisation. Est-ce qu'on peut généraliser? Je connais ta réponse, mais vu qu'on a aussi des doctorants dans le séminaire, en faisant pas l'alpha et l'oméga, mais un préalable absolument nécessaire à un travail épistémique scientifique et au travail scientifique. Alors, tu poses une très belle question dans la suite logique de ce que demandait Benjamin. Ma réponse n'est évidemment pas celle que tu suggères, et c'est pour ça que tu me poses la question. La réponse est: est-ce qu'il faut problématiser à tout crin tout le temps? Est-ce que c'est une norme du bien? Si par hasard j'en fais une norme du bien, c'est-à-dire je suis en train de le poser comme une norme extra-scientifique, bref, je suis scientiste. Donc évidemment, je ne peux pas répondre ça, ce serait une aporie. Ce que je vais répondre à contrario, et c'est bien la logique du S et du non-S. On voit la philosophie du non bachelardienne à l'œuvre dans ma problématisation même du scientisme, c'est de dire que le problème n'est pas nécessairement l'absence de problématisation, mais la permanence de la normalisation. Donc c'est plutôt de dire qu'il va falloir ouvrir par rapport à la normalisation, en tous les cas ne pas tenir la normalisation pour acquise, avec l'idée de la clôture du débat et des postures où on se retrouve justement à ne pas pouvoir discuter avec les gens parce qu'ils sont partis d'un point de vue qui est idéologique, qu'ils ne tiennent pas pour idéologique, et qui du coup, quand tu les contredis sur la nécessité impérieuse de poser les mêmes axiomes qu'eux, se retrouvent complètement démunis. Ça, ici, ça montre qu'on a attaqué le problème à sa source, à sa racine, et que la racine se trouvait sur le plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan où on va poser les idées et ce qui en découle, autrement dit, sur un problème idéologique. Donc ici, mon conseil, là je change de registre, c'est-à-dire que je ne suis plus en train de donner une évaluation de ce qu'est une connaissance scientifique ou non scientifique, je suis en train de parler des modalités du travail de recherche, et du coup, le conseil qui est un conseil de chercheur lié à son expérience et sur la méthodologie, notamment parce que tu as posé le cadre que nous avions des doctorants qui assistaient au séminaire, ça va être de dire: à chaque fois que vous avez une connaissance qui est tenue comme absolument certaine, est-ce qu'il n'y a pas des cas où ça ne marche pas? C'est-à-dire, est-ce que aux entournures, on est bien à 100% dans la validation de la théorie? Et en particulier en sciences sociales et en sciences de gestion, la réponse est: on a toujours, ou presque, des contre-exemples. On a toujours des cas d'espèce qui montrent que notre théorie n'a pas atteint un niveau d'universalité. Elle a atteint un niveau de généralité. C'est-à-dire qu'elle est vraie éventuellement dans la plupart des cas. Mais quand je parlais des poubelles de la science, des résidus, qu'est-ce qui fait que vous restez obnubilé par le fait que votre théorie, elle marche dans la plupart des cas, et donc du coup, je ne sors pas de ces cas-là, je ne vais surtout pas voir ailleurs? Ça veut dire que on subit un verrouillage idéologique qui nous empêche d'aller chercher. Et c'est parce que ce verrouillage idéologique nous empêche d'aller chercher que, un, c'est une forme de scientisme, et deux, que c'est parfaitement non scientifique dans la démarche. Surtout si on repart effectivement de la philosophie du non bachelardienne. Et pour abonder dans ton sens sur ces biais-là, un réflexe, c'est d'explorer. Alors, il y a ce dont tu parles, quelque part, la recherche du contre-exemple, la recherche du cas où ça ne marche pas, et la reconnaissance. On n'est pas tout le temps en train d'essayer de subsumer l'intégralité de tout ce qui est. Il y a aussi, comme réflexe d'un point de vue du travail épistémique, l'exploration de la frontière du concept ou de la théorie. C'est-à-dire, je me rappelle de discussions, moi j'ai fait ma thèse sur la notion de pratique organisationnelle, où on discutait à l'époque de à quel moment ça n'est plus une pratique. Alors, on faisait des expériences de pensée, c'est-à-dire, ok, bon, le tennis, c'est une pratique. Mais à quel moment est-ce qu'une activité qui ressemblerait beaucoup au tennis ne serait plus du tennis? Et là, voilà, est-ce que c'est le filet? Est-ce que c'est les raquettes? Est-ce que c'est les règles? Est-ce que c'est... Et de voir qu'à un moment, il y a des choses qui ne relèvent plus de la pratique. Pour donner un autre exemple, est-ce qu'il y a des choses qui... Parce que ça, on pourrait se dire, bah, il y a
une pratique du tennis, et puis dès qu'on est en dehors de la pratique du tennis, on est dans une autre forme de pratique. Ça, c'est un biais des théoriciens de la pratique, où le monde n'est que pratique. Il n'y a que des pratiques. Alors, c'est se demander, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas des pratiques, hein. Donc, qu'est-ce qui échappe? Alors, j'en étais venu à 2 exemples, mais qui sont pas... c'est juste pour vous montrer, c'était il y a longtemps. Éternuer, c'est pas une pratique. Alors après, je suis sûr qu'il y a des chercheurs sur la pratique qui pourraient... Et trébucher. Trébucher, je m'étais dit, ok, en fait, ok, ça m'a rassuré. La question n'était pas de savoir si j'avais raison dans mes contre-exemples de frontières et d'extraterritorialité. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de reconnaître qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de ma perspective? Moi, avec les gens qui font du as practice, donc tout est pratique, partout, tout le temps, ce qui leur permet de tout capturer, mais il y a un danger. Pareil pour les gens qui sont sur les théories du pouvoir, par exemple. Euh, le, 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 le- Est-ce que c'est possible de penser quelque chose qui, dans les relations humaines et dans les comportements, qui ne serait pas une résultante des jeux de pouvoir? Bon, bah, des collègues en gestion qui sont dans ces approches power studies, resistance studies, etc., peinent parfois à reconnaître qu'il existe des choses qui peut-être ne seraient... Parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est quelque part un rapport de pouvoir avec vous. Je suis en train de vous imposer du haut de mon rôle et de ma rhétorique, une certaine manière de penser. C'est-à-dire que tout sera caractérisé comme tel. Donc je pense que là où j'abonde dans ton sens en étendant aussi, c'est sur le fait de cultiver ces recherches par moment, pas toujours, mais par moment, de choses qui sortent, qui échappent, qui contredisent, sans forcément en faire un effondrement complet du cadre, hein. C'est aussi rappeler l'importance de la modestie dans le travail scientifique. Alors, il n'y a toujours pas de main levée à part quelques réactions sur le Est-ce que tennis. tu me permets de réagir? Bah, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, du coup, tu me fais une transition en or avec la prochaine notice, puisque ce que tu es en train d'expliquer, c'est le caractère réducteur d'un prisme théorique et en fait d'une utilisation absolue d'un prisme théorique à l'excès, c'est-à-dire qui excède la science, au sens où ça l'agace, mais du coup, ça la dépasse, et ça la dépasse parce qu'on essaie de lui faire dire des choses qu'en fait, elle ne peut pas dire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette notice sur le scientisme est couplée avec une notice sur le réductionnisme. On peut voir que dans le texte que j'ai présenté, je parle très peu du réductionnisme. Une des raisons pour lesquelles j'en parle très peu, c'est parce que je le fais de manière hypertexte. Je l'ai cité au moment où c'était pertinent, je l'ai même cité dans le titre de la notice sur le scientisme, mais il y aura une notice complète qui va être consacrée au réductionnisme exactement pour la raison que tu as donnée. Alors, c'est toute la difficulté pour que tout le monde soit au courant de la construction hypertexte réticulaire d'un dictionnaire, c'est que forcément, on peut se reposer sur des choses qui ont déjà été écrites, hein. Au moment où on publiera les premières entrées, ça permettra de renvoyer sur travail épistémique, par exemple, là, qui est un élément important de l'entrée présentée par Laurent ici. Mais ça, à chaque fois, ça me sert de piège pour que quand les gens se reposent un peu trop sur une autre notion, pour les forcer à venir nous écrire l'entrée suivante. Donc voilà, faites attention si vous êtes appelé à présenter à un moment, dès que vous commencerez à employer un peu trop un mot nécessaire et que vous dépasserez en nombre de mots l'entrée, je vous dirai, ah bah voilà, du coup il faut écrire une entrée réductionnisme pour étendre. Alors, je voudrais qu'on dépasse un tout petit peu pour revenir sur un truc assez central avant de conclure. La confusion entre méthodologie et ontologie. C'est pas que tu t'en as parlé et tu l'as explicité, mais je pense que c'est tellement important que ça mériterait qu'on reprenne quelques minutes pour revenir sur l'importance de la distinction et les dangers de la confusion entre méthodologie et ontologie dans ton propos et en général. Parce que ça me semble, enfin, on est tous les deux, on fait tous les deux des formations d'épistémologie séparées et ensemble, et c'est central dans ce qu'on fait. Donc voilà, est-ce que tu peux redévelopper un tout petit peu? Donc, ce qui est important, c'est déjà de rappeler, on va dire, 3 niveaux d'analyse que le chercheur scientifique doit avoir en tête, que sont les niveaux ontologiques, épistémiques ou épistémologiques et méthodologiques.
Donc on a beaucoup parlé de l'ontologie, même si on a dit que c'était l'endroit où on posait les idées, les axiomes, donc il peut y avoir, on va dire, des conséquences idéologiques de ce que l'on va poser comme hypothèse centrale, à partir desquelles on va échafauder notre théorie, mais c'est le plan métaphysique, hein, ontologique, métaphysique, on va dire que c'est la même chose, et on ne peut pas s'en passer. Donc ça veut dire qu'on a tous des hypothèses de recherche, et par exemple, dans un travail doctoral, je vais prendre l'exemple du travail doctoral puisque c'est, on va dire, un des attendus du travail doctoral, il y a ce fameux chapitre qui est censé être épistémo-méthodo. Mais en fait, ce qu'on vous demande dans le chapitre épistémo-méthodo, c'est rarement de l'épistémo, pas vraiment de la méthodo, et en fait, c'est plutôt de l'ontologie. C'est-à-dire être capable de dire, bah voilà, quelles sont mes hypothèses de travail que je n'entends pas démontrer. Je ne vais pas du tout chercher à les démontrer parce que de toute façon, j'ai pas le temps et que derrière, j'ai d'autres choses à faire. Le but du jeu, c'est de montrer comment je mène une recherche qui est rigoureuse et qui a une vocation scientifique. Donc ça, c'est le plan ontologique. Le deuxième plan, c'est le plan épistémologique, qui est que puis-je connaître? Compte tenu de ces hypothèses de base que j'ai posées en premier, bah, il y a un certain nombre de questions qui surgissent. Pourquoi ceci plutôt que cela? Dans quel cas et pas dans quel autre? Donc là, ici, la question, c'est que puis-je connaître sur un terrain? Et est-ce que ma connaissance du terrain est dérivée de mon ontologie? Oui. C'est-à-dire que du coup, mon épistémologie procède de mon ontologie. Et il s'agit justement pas de la planquer sous le tapis, mais au contraire de l'exposer au grand jour, ce qui fait qu'on a une démarche qui est franche et honnête. Donc il y a pas de problème pour l'engagement. En revanche, elle, comme c'est franc et honnête, ça vous expose à la critique. Ça veut dire que la validité de votre connaissance est d'autant plus limitée que vos hypothèses sont limitées et étroites. Ce n'est pas un problème en soi, mais du coup, c'est la validité de la recherche qui va être impactée par cet aspect-là. Le troisième aspect, c'est maintenant que j'ai vu quelles étaient justement les zones troubles dans lesquelles on ne sait pas tout, il y a des choses qui ne sont pas claires, ce qui justifie, on va dire, l'intérêt du fait de chercher dans ces zones-là pour contribuer à clarifier, à produire de la connaissance scientifique rigoureuse sur le sujet. Eh ben, il va falloir que je mette en œuvre une investigation de terrain. Bref, je ne vais pas procéder au petit bonheur la chance, je vais au contraire articuler ma démarche, si possible de façon systématique, et c'est le principe de la méthode. Je suis en train de suivre une route qui mène au-delà de, en tous les cas, c'est le principe même de la méthode, et cette méthode, elle est critiquable. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi critiquable? Bah parce que je vais choisir de retenir ceci plutôt que cela, et il va falloir montrer l'adéquation, normalement, entre l'épistémologie, la méthodologie et l'ontologie. Mais la méthode est un choix, c'est-à-dire que sur, pareil, hein, je prends des exemples, on va dire, d'un fort niveau de généralité pour illustrer, sur à peu près n'importe quel terrain, je peux choisir une méthodologie quantitative ou qualitative. En réalité, ça n'a pas d'importance. Mais, dans certains cas, elle sera plus appropriée l'une que l'autre. Chaque méthode, chaque méthodologie a ses avantages et ses inconvénients. Donc la raison, c'est encore de se poser la question des quel est le cas d'application, quel est le domaine de validité de ce que je fais. Or, ce domaine a été posé a priori au moment de l'ontologie. Et le deuxième problème du chercheur, c'est la méthodologie à la mode. Bah oui, il y a des modes managériales, vous ne croyez pas qu'il n'y a pas des modes chez les chercheurs? À un moment, il y a eu la grande mode des équations structurelles, et les équations structurelles ont plein d'avantages, et ça peut être très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des équations structurelles tout le temps et partout? Non. À un moment, il y a eu la grande mode du constructivisme, il y avait plein d'intérêts, d'avantages, etc. Puis à la fin, on explore d'autres choses. L'histoire des sciences nous montre que justement, on fait varier les méthodes, on fait varier les ontologies. Pourquoi est-ce qu'on fait varier les méthodes et les ontologies? Pour justement explorer un maximum avec différents angles qui nous permettent par recoupement d'établir mieux la vérité ou la non-vérité, c'est-à-dire réfuter, un certain nombre de thèses qu'on a pu énoncer à partir de nos axiomes. Quand est-ce que je fais la confusion entre l'ontologie et la méthodologie? C'est le moment où je vais prendre une méthode et je vais oublier qu'elle est attachée à un corpus d'hypothèses. Je vais oublier qu'elle a un domaine de validité qui est circonscrit. Et je vais faire comme si cette méthode n'avait aucun domaine de validité
particulier ou qu'elle était particulièrement valable dans certains cas, alors que peut-être la méthode est en réalité beaucoup plus générique ou générale que ce qu'on vous a raconté au sujet de la méthode. Je prends l'exemple des questionnaires. Est-ce que je peux poser des questions sans a priori? Ben non, puisque ma direction même de recherche veut que je vais aller investiguer dans telle direction de recherche, je ne vais pas investiguer à 360 degrés en 3D. C'est pas vrai. Je vais aller investiguer dans un sens. Donc le problème n'est pas d'avoir un sens, c'est au contraire de perdre le sens en l'oubliant, en faisant comme si j'avais tout dit au sujet d'eux. En fait, la façon même d'utiliser ma méthode, faire un questionnaire, c'est évidemment symétrique avec un guide d'entretien, hein, c'est de dire que du coup, je vais demander des choses dans un sens plutôt que dans un autre. Qu'est-ce qui va justifier le fait que je demande dans ce sens-là plutôt que dans un autre? C'est mon projet de recherche qui est lui-même sous-tendu par une ontologie. Et si par hasard, je regarde les choses avec un postulat que j'ai jamais, on va dire, évalué, c'est-à-dire, je ne dis pas démontrer, parce que si c'est un postulat, c'est au plan métaphysique, ça ne se démontre pas, que la comptabilité doit toujours, tout le temps et partout, satisfaire les actionnaires. Si toute ma recherche est informée par un tel postulat, ça veut dire que du coup, qu'est-ce que je vais mécaniquement délaisser méthodologiquement? Les autres parties prenantes. Avec mon axiome de départ, je viens naturellement d'élaguer le champ de recherche pour ne considérer que ce qui pouvait être utile aux actionnaires. Là où il peut y avoir idéologie, c'est si j'affirme que tout le temps et partout, l'information nécessaire aux actionnaires est suffisante pour les autres parties prenantes, sans jamais l'avoir démontré. C'était, on va dire, un des biais d'une partie de ce qu'on a appelé la recherche positive en comptabilité. On peut considérer ça comme un biais idéologique, dans le sens où, si je ne cherche jamais à démontrer que c'est bien le cas, est-ce que j'ai des études qui permettent de démontrer que l'information des actionnaires, elle me permet d'être parfaitement bonne, elle est largement suffisante pour les salariés, et suffisante pourquoi? Et donc, en fait, du coup, si je ne suis pas en train d'étudier l'impact de l'info des actionnaires sur d'autres parties prenantes, c'est là où ma méthodologie devient une idéologie. Donc, en fait, il est très facile de reprendre une méthode sans s'apercevoir du fait qu'elle a forcément un caractère réducteur. C'est un entonnoir, c'est un filtre. Le but du jeu, ça va être de filtrer, trier et de faire ressortir ce qui est pertinent pour ma recherche. Donc, en fait, le principe même fondamental de l'utilité d'une méthode, c'est qu'elle soit réductrice. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'elle réduit et du coup, qu'est-ce que j'oublie? D'où la grande question classique en économétrie, qu'est-ce que vous avez dans vos résidus? Est-ce que vos résidus sont petits, moyens ou gros? S'ils sont petits, du coup, c'est entendable que vous faites un travail qui a un intérêt. Si vous avez des gros résidus tout le temps, ça veut dire que vos explications, en réalité, elles sont bancales. Ça n'empêche pas qu'elles soient publiées. Donc il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre la publication et la recherche. Explication bancale ou partielle. En tout cas, assumer cette dimension-là. Est-ce qu'il y a dernière question, spasme, réaction Ou envie de discussion. ou envie de discussion? Non, en même temps, on arrive doucement à la fin de notre séance. Laurent, merci beaucoup pour ces présentations et ces développements sur le scientisme qui vont appeler d'autres entrées, comme on l'a vu. Donc, tu es condamné à continuer le travail et sans cesse et sans cesse et sans cesse. Mais il suffit de t'imaginer heureux et on verra que ça se déplaît pas. La prochaine fois, alors j'ai vu qu'Arnaud était connecté, je sais pas s'il l'est encore, je sais pas s'il peut allumer, c'est pas une injonction à allumer ta caméra ou ton micro, Arnaud, mais donc on écoutera, on verra Arnaud Pellissier-Tanon nous parler de l'individualisme méthodologique. On se met à explorer de plus en plus précisément. Arnaud,
Donc le 3 novembre à la même heure, hein, donc 14h jusqu'à 15h30, et je mettrai au fur et à mesure aussi les vidéos. Donc on vous retrouve le 3 novembre pour la prochaine séance sur l'individualisme méthodologique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.